Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les espaces de Hilbert. Donc dans cette vidéo on va continuer de parler d'orthogonalité. Je vous rappelle un peu ce qu'on a dit aux vidéos précédentes. On a parlé d'orthogonalité d'un espace convexe. On a surtout défini la projection orthogonale comme l'unique vecteur. Donc la projection orthogonale de f sur un espace C, c'est défini comme l'unique vecteur G de C, tel que la distance entre f et C vaut la norme de f moins G. Donc ce vecteur G est défini comme le projeté orthogonal sur C de f. Voilà. Donc on va continuer aujourd'hui à parler de cette notion. Je vous rappelle aussi ça dont on va avoir besoin. Donc si on est sur un convexe complet de E, qu'on prend f un élément de E, alors l'ensemble des G, tel que pour tout H appartenant à C, on a cette partie réelle négative, c'est le singleton projeté orthogonal sur C de f. Bon, alors maintenant on va parler de choses un peu plus classiques, que vous avez normalement déjà vues lorsqu'on aborde de manière classique, on va dire, la notion d'orthogonale, comme avec les produits scalaires, etc., en algèbre. Donc on va repartir sur des bases comme ça, on va peut-être un peu modifier des choses. Donc une première définition, donc si on prend f et g, deux vecteurs de E, ils seront dits orthogonaux si leur produit scalaire vaut 0. Et on va noter f orthogonal à g. Tout de suite, il y a un premier théorème qui vient, le théorème de Pythagore. Donc si on prend f et g qui appartiennent à E, alors si f est orthogonal à g, on va voir que la norme au carré, attention les carrés sont ici importants, de f plus g au carré égale la norme de f carré plus la norme de g carré. Donc ça on peut le montrer assez facilement. Donc tout simplement la norme de f plus g au carré moins la norme de f au carré moins la norme de g au carré, ça vaut 2 fois la partie réelle de f scalaire g, mais comme ils sont orthogonaux, ça vaut 0, et donc on en déduit l'égalité. En revanche, attention, la réciproque ne sera pas toujours vraie. Elle sera vraie en revanche si on travaille sur k égale r, puisque du coup on aura que la partie réelle de f scalaire g est égale à f scalaire g. Mais dans l'autre cas, on pourrait très bien avoir que la partie réelle de f scalaire g vaut 0, mais que sa partie imaginaire ne vaut pas 0. Donc il faut faire attention à ça. Une nouvelle définition. Donc on va appeler l'orthogonale de D, avec D une partie, on va prendre D non nul, hop, D inclus dans E, D quelconque, on n'a aucune hypothèse sur D, simplement que c'est inclus dans E et que ça va être non nul. Ça va être la partie D orthogonale, on va appeler D orthogonale. Donc c'est l'ensemble des F appartenant à E qui seront orthogonaux à G. Il y a un premier lemme, donc D orthogonal, c'est un sous-espace vectoriel de E. C'est assez simple à montrer. Donc déjà, on sait que pour tout f appartenant à D, on va avoir le produit scalaire entre f et 0, avec le 0 de E, égale 0. Donc 0 appartient à D orthogonal. Super. Ensuite, si on prend f et g qui appartiennent à D orthogonal, donc ça veut dire que je vais pas les appeler f et g. Si on prend plutôt f, non, si on prend g et h qui appartiennent à D orthogonal, on va voir que pour tout f qui appartient à D, produit scalaire entre g, h égale produit scalaire entre entre f, h égale produit scalaire entre f, g égale 0, et donc une combinaison linéaire ensuite ça va encore valoir 0. Là, produit scalaire entre f et alpha h plus g, ça vaut encore 0. Attention, il faut peut-être prendre alpha bar ici, si ça dépend quelle définition vous allez utiliser, mais voilà. En gros, ça vaut 0. Donc on montre que c'est encore un produit scalaire. Ah, et que c'est encore,
un élément de D orthogonal, donc finalement c'est un sous-espace vectoriel. Donc on n'a pas d'hypothèse sur D, et on en conclut quand même que D orthogonal, ça va toujours être un sous-espace vectoriel. Un autre petit lemme assez facile, donc si on prend A inclus dans B, on va voir que l'orthogonal de B est inclus dans l'orthogonal de A. Ça je vais vous le laisser le montrer, c'est assez facile, ça vous familiarise comme ça avec ce que vous avez vu ici, puis c'est quand même assez classique, vous l'avez certainement déjà fait en algèbre. Voilà, maintenant on va commencer à parler de choses un petit peu plus intéressantes, un petit peu plus complexes on va dire. Si on prend F, un sous-espace vectoriel complet de E, donc là on est bien dans un sous-espace vectoriel, on n'est pas avec un convexe comme on l'a pu l'être précédemment. Alors on va voir que pour tout F appartenant à E, le projeté orthogonal sur F de F, bah c'est l'ensemble des G qui appartiennent à F, tel que F moins G appartient à F orthogonal. Donc en fait cet ensemble-là est un singleton, et il est réduit au projeté orthogonal sur F de petit f. On va le montrer, donc on va le montrer par double inclusion. Tout d'abord, on veut montrer que le projeté orthogonal appartient à cet ensemble. Donc en fait, ce qu'on veut montrer, c'est que pour tout h appartenant à f, on va avoir que f moins... on va avoir que... pour tout h appartenant à f, on va avoir que f moins projeté orthogonal sur f de f, scalaire avec h, voilà, vaut 0. Ça nous montrera bien que f moins projeté orthogonal sur f de f appartient à f orthogonal. Donc nous, c'est ce qu'on veut montrer. Maintenant, on ne sait pas trop comment montrer que ça vaut 0, parce qu'on n'a pas trop défini, on sait pas, on n'a aucune hypothèse vraiment sur le produit scalaire, etc. Pour l'instant, on connaît très peu de choses. En revanche, on sait qu'on peut montrer que la partie réelle de ces nombres-là vaut 0, et que la partie imaginaire vaut aussi 0. Donc pour ça, on va le faire en prenant donc h qui appartient à f, et alpha, un élément de k, et on s'intéresse au projeté orthogonal, on s'intéresse à la partie réelle de alpha bar, alpha conjugué, f moins projeté orthogonal sur f scalaire avec h. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je vous ai dit qu'ici on connaissait peu de choses, c'était à la fois vrai et faux. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on connaît, on sait que la partie réelle, c'est ce que j'ai écrit ici, on peut penser à ça, voilà, que j'ai rappelé en début de vidéo, on sait cette égalité-là. Donc là, on va essayer de se ramener à ça. En revanche, le problème, c'est qu'on n'a pas de relation d'ordre sur C, donc on est obligé de passer à la partie réelle, et c'est pour ça qu'on va devoir séparer grâce à ce petit alpha pour aller soit dans la partie réelle, soit dans la partie imaginaire. Donc on s'intéresse à la partie réelle de ce nombre-là, de cet élément-là, qui vaut donc la partie réelle de ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est que à droite, ici, dans le deuxième membre, je vais faire apparaître moins le projeté orthogonal sur f de petit f. Avec, on aura que projeté orthogonal sur f de f plus alpha h appartient à f. Pourquoi ? Puisque f est un sous-espace vectoriel. Donc c'est ce qu'on a écrit ici. Ensuite, une fois qu'on aura que cette partie réelle ici, et on en déduit que ceci est négatif, en utilisant cette propriété-là. Donc finalement, hop, nous ce qui va nous intéresser ensuite, c'est cette ligne-là. D'accord ? On en déduit qu'on a ça pour tout alpha qui appartient à k. Ah super, si on essaye de regarder pour alpha égale 1. Bah pour alpha égale 1, on trouve que la partie réelle de f moins projeté orthogonal sur f de f avec h est négatif. Bon super, nous on voudrait que ce soit égal à 0. Bah, ce que je vais faire pour que ce soit égal à 0, je vais montrer que moins cette quantité-là, c'est encore négatif. Ou alors que cette quantité-là est positive. Donc pour ceci, on va simplement réutiliser ceci, mais en appliquant à alpha égale moins 1. Comme ça, le moins 1 qui était ici, on va pouvoir l'utiliser pour montrer que c'est positif. Cette partie réelle est positive et négative, elle vaut 0. Donc de même, maintenant, là on l'a montré pour la partie réelle. Il nous manque la partie imaginaire, et pour ceci, on va simplement utiliser i, puisque en utilisant i, en utilisant alpha égale i, on va pouvoir
obtenir la partie imaginaire de ce nombre-là. Et finalement, on en déduit de même, en utilisant le même procédé, on applique pour alpha égale i, alpha égale moins i, on en déduit que la partie imaginaire de f moins projeté orthogonal sur f de f avec h vaut 0. Donc la partie réelle et la partie imaginaire valent 0, on en déduit bien l'égalité. Donc finalement, on a une première inclusion. Maintenant, on veut montrer une autre inclusion, donc quelque chose qu'on fait souvent pour montrer l'autre inclusion, c'est... donc on prend G un élément de f, tel que f moins G appartient à f orthogonal. Donc on prend en gros un élément de cet ensemble-là. On veut montrer que c'est le projeté orthogonal sur f de f. Donc pour ceci, on va simplement montrer que la norme de f moins h va toujours être plus grande que la norme de f moins g pour tout h qui appartient à f. Comme ça, on aura montré que nécessairement, ce nombre-là est le projeté orthogonal sur f de f, par définition du projeté. Donc ça se fait facilement. La norme de f moins h au carré, on fait apparaître notre g, donc en faisant plus g et moins g. Je crois que j'ai mal... Voilà, hop, ici, il va y avoir un g plutôt. On fait apparaître ceci, hop, avec un g. On sépare. Là, on peut séparer en utilisant le théorème de Pythagore. Et notre hypothèse que f moins g appartient à f orthogonal. Donc ici, on a f moins g appartient à f orthogonal. F et g appartiennent à f. Donc finalement, ces deux-là sont orthogonaux. Donc on peut utiliser le théorème de Pythagore. On obtient cette égalité-là, qui est bien plus grand que la norme de f moins g au carré. Donc on en déduit que g égale le projeté orthogonal sur f de f. Tout de suite, on peut en déduire un petit corollaire, et on va terminer avec la preuve de ce corollaire. Donc si on prend C un convexe complet de E, alors la projection orthogonale sur C est un endomorphisme de E si et seulement si C est un sous-espace vectoriel de E. Bon, il y a une première implication qui est immédiate. Si on suppose que la projection orthogonale sur C est un endomorphisme, on sait que son image va être un sous-espace vectoriel, mais son image, ça va être C, et donc on en déduit que C est un sous-espace vectoriel. Maintenant, réciproquement, l'idée c'est de montrer que C est un sous-espace vectoriel. C'est que, pardon, si on suppose que C est un sous-espace vectoriel, alors notre projection orthogonale va être un endomorphisme de E. Donc pour ça, il suffit de montrer que si on prend f, g appartiennent à E, alpha qui appartient à K, il suffit de montrer que f de alpha... non, hop, pas f, il suffit de montrer que projeté orthogonal sur f de alpha f plus g égale projeté orthogonal sur f égale alpha, projeté orthogonal sur f de f plus projeté orthogonal sur f de g. On veut montrer ça. En plus, là, on nous dit, on nous annonce ça comme un corollaire, donc on se doute qu'on va utiliser ceci. Mince, hop, voilà. On se doute qu'on va utiliser ceci. Donc, nous, ce qu'on sait, c'est que, effectivement, si on prend alpha f moins g, moins le projeté orthogonal sur c de alpha f moins g, oups, ici j'ai mis un f, mais pardon, voilà, ici c'était un c, pardon, c'était une erreur. Donc je reprends, donc alpha f moins g moins son projeté orthogonal, ça appartient à C orthogonal, par définition, enfin par le théorème pardon qu'on vient de montrer. Et en plus, c'est le seul élément de C qui vérifie ceci. Donc pour montrer, vous me voyez venir maintenant, pour montrer qu'on a égalité, on va montrer que cet élément-là vérifie aussi ceci. Mais ça c'est facile, puisque alpha f plus g moins ceci, c'est égal à alpha fois f moins projeté orthogonal sur C de f, qui appartient à C orthogonal, plus g moins projeté orthogonal sur C de g, qui appartient à C orthogonal. C orthogonal est un sous-espace vectoriel, donc tout ceci appartient à C orthogonal. Là, attention, on n'a pas fini. Si on reprend notre théorème précédent, nous, on a besoin que ce soit l'ensemble des G appartenant à F. On n'a pas encore montré que ceci appartenait à C.
Mais ça va être le cas. Pourquoi? Puisque on a supposé qu'on était dans un sous-espace vectoriel. Et c'est donc à cet endroit-là qu'on utilise l'hypothèse du sous-espace vectoriel. Et donc, on en déduit l'égalité recherchée. Je vous remercie pour votre attention. Dans cette vidéo, comparé aux autres, j'ai essayé d'écrire les preuves à l'avance. Dites-moi si vous préférez quand c'est écrit à l'avance ou quand je les fais en direct. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.